Bonsoir mesdames et messieurs et merci pour votre confiance. Voici la première des questions sélectionnées par vos équipes, cher François Asselineau. Comment expliquez-vous ce tapage médiatique actuel sur la canicule? Est-ce de la propagande sur le réchauffement climatique ou bien un moyen de détourner les auditeurs des plus graves sujets nationaux et internationaux? Alors là, on touche du doigt à un des sujets, un des nombreux sujets sur lesquels la parole n'est pas libre en France. Voilà. Ou plus exactement, on peut le dire, mais dès que vous commencez, si peu que ce soit, à émettre une petite interrogation sur le bien fondé de tout ce qu'on nous raconte au sujet du réchauffement, dérèglement climatique, et plus encore sur l'origine anthropique de ce phénomène, alors vous faites absolument... Vous êtes interdit d'antenne, on vous brocasse, des complotistes, conspirationnistes, climato-sceptiques, sans autre forme de procès. Voilà. Alors, moi, personnellement, c'est un sujet que je n'ai pas beaucoup traité parce qu'il n'est pas tout à fait au cœur des préoccupations de l'UPR, mais quand même, c'est un sujet qui est de plus en plus préoccupant pour beaucoup de gens parce que on voit bien, j'ai pu le mentionner encore, voici quelques jours, en traversant la France par l'autoroute depuis Paris jusqu'à Bordeaux et retour, et en passant par notamment l'Indre-et-Loire et le Loiret, on peut voir à quel point beaucoup de paysages désormais sont ravagés en fait par l'installation erratique d'éoliennes un peu partout. Ces éoliennes qui coûtent un argent fou, qui sont extraordinairement polluantes, qui sont consommatrices de terres rares qu'il faut acheter en Chine, et qui souillent les sols pour sans doute des centaines d'années avec des blocs de béton. Ces éoliennes dont on ne sait pas quoi faire une fois qu'elles sont hors d'usage, on ne sait pas quoi faire des pales, il faut les enterrer. Ces éoliennes dont le bruit et les pales qui tournent tuent les oiseaux, indisposent les riverains, et ces éoliennes dont le bilan énergétique est absolument lamentable. Mais ce sont des contrats, des marchés qui valent des milliards d'euros, donc il y a beaucoup d'argent derrière, évidemment. Et si vous contestez ça, vous vous faites insulter. Je me rappelle quand même que parmi les premières personnes qui avaient contesté un petit peu l'installation d'éoliennes, c'était il y a quand même au moins une quinzaine d'années, ou une vingtaine d'années, je me rappelle qu'il y avait eu Valéry Giscard d'Estaing, soi-même l'ancien président de la République, qui avait fait des déclarations en se disant assez choqué de voir quel était l'État, comment on allait souiller les paysages français avec ces histoires, et il demandait qu'il y ait un vrai bilan. Ça n'a pas été fait. Voilà. Alors, pour le reste, sur la canicule, je suis d'accord. La canicule, il est interdit, paraît-il, de faire des comparaisons. Quand on fait des comparaisons, paraît-il que ça ne sont pas les bonnes. Lorsque l'on dit, mais il faisait quand même très très chaud en 1976, moi je me rappelle, j'avais 19 ans, c'était quand même, il faisait des chaleurs absolument caniculaires. On vous dit, mais non, c'était très ponctuel, mais maintenant c'est beaucoup plus grave. Ah bon, bien. Je me rappelle, étant enfant, dans des classes à l'école, au mois de juin, il y avait des classes qui faisaient tellement chaud que les fenêtres étaient ouvertes, on tirait les rideaux. C'était dans des classes où on avait 5 ans, 7 ans, 8 ans. On nous apportait de l'eau, il y avait aussi des distributions de lait dans les écoles. Il y avait la maîtresse, enfin les instituteurs nous autorisaient, si on avait trop chaud, à enlever la chemise. Donc on était les petits garçons à l'époque qui avaient des maillots de corps, comme on disait. Enfin, c'était vraiment une chaleur écrasante qu'il y avait sur Paris. On disait pas que c'était un truc inimaginable. Moi je vois ça. On veut nous expliquer que ce serait inimaginable ce qui se produit. Oui, bien, il y a des pointes de chaleur. Il paraît qu'il y en aurait beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que ce que répondent les autres, ils disent, mais oui, mais on n'a pas du tout les mêmes instruments de mesure. Voilà. En tout cas, une chose est certaine, et ça, personne ne peut le contester, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des moments où la Terre était plus chaude qu'aujourd'hui. Personne ne peut le contester. À commencer, par exemple, par le Groenland, qui veut dire la terre verte, qui n'avait aucun glacier sur son territoire aux alentours de l'an 1000 ou 1100. Voilà. Ça, personne ne peut le contester. Voilà. Et on va pas me dire que c'était l'émission des gaz à effet de serre par les moteurs diesel, hein. Voilà. Et c'était pas, donc ça veut dire que toute affaire mise de côté, toutes les affaires, les activités provoquées par les êtres humains,
finalement, ne sont rien par rapport à ces phénomènes que l'on a vus. On n'est pas encore à ce que le Groenland soit entièrement couverte de prairies. Voilà, c'est tout. Alors, il est vrai que on nous dit ça monte beaucoup depuis environ 1 siècle et demi, 2 siècles. Bon, et surtout en fait depuis disons le milieu du XXe siècle, on voit que les températures montent très rapidement, ce qui est sans doute vrai. Il y a sans doute une augmentation de la température moyenne. Le problème, c'est que le concept de température moyenne est très contesté aussi par les experts, par certains experts, qui disent que ça ne veut rien dire une température moyenne. Mais enfin, admettons qu'on ait une température moyenne au niveau de la France ou sur certains points qui a tendance à augmenter. On a vu qu'il y a par ailleurs de l'augmentation du CO2 et donc tout le fondement même du GIEC consiste à dire c'est l'augmentation du CO2 qui provoque en fait l'augmentation des températures. Sauf qu'il y a d'autres experts qui disent pas du tout, c'est absolument faux. C'est d'ailleurs la preuve par exemple par le Groenland, c'est que en fait les variations de température échappent aux hommes. C'est soit parce que c'est l'activité solaire qui revient régulièrement, soit parce que l'on traverse vous savez que la Terre, elle tourne autour du Soleil, et le système solaire aussi, mais ça n'est pas sur un plan stable. Tout ça va à plusieurs kilomètres secondes à travers l'espace. Donc, on traverse des zones de l'univers où il y a peut-être, je sais pas, des particules, des radiations, je n'en sais rien. Mais en tout cas, force est de constater que on voit des événements très importants qui se déroulent d'abord sur la planète Mars. Il semble que la température se réchauffe plus vite sur la planète Mars que sur la Terre. Alors, c'est absolument interdit d'en parler parce qu'évidemment, ça ruine le narratif. Ce ne sont pas, c'est pas votre voiture ou votre voiture qui ne répond pas aux critères de la vignette critères qui sont à l'origine du réchauffement sur la planète Mars. Bon. Et puis, on a vu aussi qu'il y a des planètes très éloignées. Je crois que c'est notamment la planète Uranus, où il y a des modifications de la surface d'Uranus très spectaculaires. Il y avait des taches qui ont quasiment disparu depuis une quinzaine d'années. On ne se l'explique pas, et encore une fois, ça ne sont pas des activités humaines. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est l'idée que ce serait des activités humaines est très contestée. Il y a des scientifiques qui disent que c'est l'augmentation de la température qui provoque une augmentation du CO2. Il y a dernièrement, vous avez peut-être suivi ça, j'ai vu ça il y a quelques jours d'ailleurs, c'est ce que l'on appelle, je crois, l'OCR, l'Optimum Collectif Romain. On a des archéologues et des archéologues du climat qui ont découvert, qui ont beaucoup étudié la chose, c'est qu'il y a eu, sous l'Empire romain, et ça a duré à peu près 300 ans, quelque chose comme ça, on a eu une fantastique augmentation de la température suivie d'une diminution. Et d'ailleurs, l'augmentation de la température s'est accompagnée du développement de la culture. Il y avait aussi une augmentation de la nébulosité, donc il y avait de l'augmentation de la culture, par exemple du blé. On a déjà vu, vous savez, des peintures rupestres où on voit de la culture du blé dans le Sahara, dans le Tassili, par exemple. Mais on a vu aussi l'augmentation de la culture du vin, et on a vu des vignes qui ont été plantées, qui se sont installées, même jusque en Angleterre, à l'époque romaine. Voilà. Donc ça veut dire, aujourd'hui, je vous souhaite bonne chance pour planter et pour mettre des vignes au milieu de l'Angleterre, ça va peut-être revenir. Et donc ce qui est intéressant dans cette affaire d'Optimum romain, c'est que il semble qu'on ait découvert la preuve que les évolutions du climat ne s'étalent pas nécessairement sur des siècles et des siècles et des siècles, qu'il peut y avoir en quelques centaines d'années, même quelques dizaines d'années, une augmentation assez rapide de la température suivie d'une diminution. Et d'ailleurs, cette augmentation de la température, si l'on en croit le devenir de l'Empire romain, eh bien, aurait pu justement être à l'origine de l'éclosion de la civilisation romaine, et le retour à une certaine glaciation serait peut-être le signe serait corrélé avec la fin de l'Empire romain, son effondrement, les invasions barbares venant justement de populations qui étaient dans les steppes du nord de l'Europe et qui, peut-être, à cause des changements climatiques, justement, déferlaient vers le sud parce qu'il faisait trop froid et ils n'avaient pas assez de récoltes pour subsister. Tout ceci ayant changé en finalement, 200-300 ans. Voilà. Alors, je livre ça au dossier.
Bon, moi je ne suis pas un expert. Ce qui, moi, en tout cas, m'horripile plus que tout, c'est le fait d'avoir le sentiment d'être pris pour un imbécile et le sentiment qu'on nous force à admettre une vérité officielle qui est très 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 loin d'être validée. Il y a je sais qu'on nous dit le GIEC, mais quand on examine le pédigré des gens qui sont ce fameux GIEC, il y a en effet des savants, des experts, mais il y a aussi des experts de rien du tout, des experts de spécialités scientifiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec la paléoclimatologie ou avec la climatologie. Et puis on découvre aussi qu'il y a des lobbyistes au GIEC. Et puis on découvre aussi qu'il y a quand même des centaines et même plusieurs milliers de scientifiques très sérieux qui ont pris le contre-pied en disant que tout ça c'était de la foutaise, ces histoires de CO2. Voilà. Donc il y a des gens qui disent oui, mais il y a la majorité, un consensus se fait autour du GIEC. Alors ça c'est le plus grand scandale qu'on puisse entendre. La science, ça ne se définit pas par le consensus, hein, c'est pas la démocratie. La science, c'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Voilà. Et je rappelle que en 1600, si l'on avait consulté tous les scientifiques du monde occidental sur le système solaire et sur la Terre dans l'univers, il y aurait eu à peu près 99,9% des experts qui auraient dit que la Terre était le centre du monde et que le Soleil tournait autour. Et qu'il y en a deux qui se sont distingués, c'est Copernic d'abord vers 1590, qui vivait dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Pologne, près de Cracovie, qui était un moine et qui faisait des calculs astronomiques. Et deuxièmement, c'est Galileo Galilei, donc le Florentin, qui, au début du XVIIe siècle, lui aussi est parvenu à la conclusion, d'après ses observations, que la Terre ne pouvait pas être le centre du monde et que c'était elle qui tournait autour du Soleil et non l'inverse. Et à ce moment-là, la Sainte Église, comme vous le savez, par l'intermédiaire du cardinal Bellarmine, eh bien, a condamné Galilée par la Sainte Inquisition parce qu'il s'opposait au dogme de l'Église qui avait été créé par saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique au XIIIe siècle et qui imposait que l'on crût à l'astronomie version Ptolémée, qui était un grec ancien qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ. Voilà. La science ne se définit pas par le consensus. Voilà. Là, on a eu la preuve, et on a de la preuve tout au long d'ailleurs de l'histoire des sciences. L'histoire de la science, c'est justement très très souvent un scientifique qui s'est opposé au consensus et qui avait raison. Rappelez-vous les vidéos que j'ai tournées avec Jean-Pierre Petit, par exemple, qui est membre de l'UPR et qui est l'un de nos conseillers scientifiques. Il a été le seul à prêcher dans le désert sur la MHD, la magnéto-hydrodynamique, et qui il a été l'un des pères des missiles, comment dirais-je, hypervéloces, qui vont à des vitesses hypersoniques. Il a été brocardé en France, et le CNRS a dit « mais vous êtes le seul à penser ça, donc vous avez tort ». C'est vraiment la quintessence de la bêtise, puisque toute l'histoire des sciences montre que ça n'est justement pas le raisonnement. Et parfois c'est parce qu'on est seul à dire le contraire que parfois on a raison. Voilà. Moi, pendant 18 ans, j'ai dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne et j'étais bien seul. Maintenant, je suis de plus en plus accompagné, mais j'étais bien seul. Et je me rappelle de certaines personnes, et non des moindres, puisque je pense notamment à Charles Pasqua, lorsque je lui avais proposé de mettre dans son programme présidentiel, qui a été avorté en 2002, qu'il fallait sortir de l'euro, il m'avait répondu « mais vous ne pouvez pas avoir raison contre tout le monde ». Voilà. Eh ben si, voilà. On peut avoir raison contre tout le monde, aussi bien en matière politique qu'en matière scientifique. Voilà ce que je pense. Alors pour le reste, c'est insupportable. C'est insupportable de voir défiler ces gens qui donnent des leçons de morale à la planète entière. Le pompon, je crois qu'il y a là on a eu quelque chose d'extraordinaire d'après ce que j'ai vu, c'est qu'il y a Madame Panier Runacher, qui est allé dans une espèce de centre de commande. Il devait y avoir Bayrou, il devait y avoir Madame Borne, enfin, tout le Saint-Frusquin de ce gouvernement qui ne sert strictement à rien, et qui se sont précipités au centre de commande pour donner des instructions face à la canicule. Et donc, en gros, c'était, voilà, il faut boire de l'eau, il faut vous faire, si vous êtes chez vous, vous fermez les volets. Bon, ça,
Moi, depuis que je suis petit, enfin quand j'avais 5 ans, c'est déjà ce que je constatais chez mes grands-parents, qui étaient nés au 19e siècle, c'est déjà ce qu'ils faisaient. Et puis, le plus beau de l'histoire, c'est que ces gens-là, on dit il faut surtout arrêter avec les climatiseurs, parce que le climatiseur, ça vous fait du froid, mais ça jette de l'air chaud dans la rue. Voilà. Le problème, c'est qu'ils étaient justement dans une salle climatisée. Alors ça, c'est quand même le pompon. C'est quand même c'est vraiment se moquer du monde. C'est tout simplement ça. Voilà. Alors, on voit tous les artifices. On présente des cartes avec un rouge de couleur de l'enfer. C'est même rouge cramoisi, etc. Parce qu'il fait 34 degrés. Non. Moi, je me rappelle avoir fait il m'est arrivé d'être en vacances une fois en Tunisie, c'était à l'intérieur des terres, à l'ombre, et il faisait 45 degrés à l'ombre. Je peux vous dire que c'était quelque chose, 45 degrés à l'ombre. C'est un souffle d'air absolument brûlant. Bon, et pourtant, il y a encore des gens qui survivent à 45 degrés à l'ombre. D'ailleurs, petite annotation touristique et historique, comme j'aime bien, et culturelle. Si vous allez en Tunisie, qui est un très joli pays, très francophone et très francophile, eh bien, je vous suggère, n'allez pas sur les plages, là, du côté d'Hammamet, etc. Allez plutôt louer une voiture et puis allez vous balader et aller dans un site qui est assez extraordinaire, qui est au nord-ouest, qui n'est pas au bord de la mer. Il faut aller à Tabarka, qui est une espèce de station balnéaire qui fait à la frontière avec l'Algérie, puis vous descendez. Et, je sais pas, peut-être 70 kilomètres au sud de ça, vous avez une ville ancienne qui s'appelle Bulla Regia. Et à Bulla Regia, il y a des ruines romaines. On est plein dans l'actualité parce que on a découvert, il y a quelques décennies, il y a peut-être même plus d'un siècle, on a découvert dans ce site archéologique, c'est une ancienne ville romaine et numide, hein, c'était la Numidie, et on a découvert qu'il y a des villas qui sont en ruine, hein, comme à Pompéi, ou comme à Vaison-la-Romaine en France. Mais il y a des escaliers et vous pouvez descendre. Et on a découvert qu'en dessous il y avait toute une architecture, tout un réseau de chambres, d'espaces de vie où les gens installaient leur salle à manger, leur salon, pour les moments de canicule, justement. D'ailleurs, le mot canicule, c'est un mot qui vient du latin. Hein. Ça n'a pas été, ça remonte à la haute antiquité. Hein. Voilà. Comme Augustus, c'est le mois d'août, c'est le mois d'Auguste, de l'empereur Auguste. C'était connu pour être le mois des canicules. Voilà. Donc, il n'y a rien de très nouveau sous le soleil. Et quand vous allez à Bulla Regia, descendez dans ces villes-là et vous verrez, c'est merveilleux. On a des espaces qui ont été totalement préservés depuis 2000 ans et où il y a des mosaïques de la plus grande beauté et qui ont été faites. Et quand vous y descendez, il fait frais. C'est-à-dire que dehors, il fait 38 degrés et à l'intérieur, il fait 23 degrés, plusieurs mètres sous terre, ce qui prouve que déjà, les anciens, il y a 2000 ans, savaient comment réagir au moment des canicules. Voilà ce que j'ai à dire. Pour le reste, évidemment, c'est un moyen d'y tourner l'attention, d'une part, des calamités qui arrivent par ailleurs, et c'est aussi un moyen de faire de l'argent, de faire de la ségrégation sociale avec les ZFE, de partir à la recherche, à la chasse aux gens qui possèdent des logements avec des histoires de DPE. Hein, avant, on avait les passoires thermiques. Maintenant, j'ai vu l'apparition des bouilloires thermiques. Enfin, c'est absolument dingue. Tout ce que l'on peut voir pour essayer de taper toujours et toujours sur les mêmes, c'est la classe moyenne ou les Français moyens, ceux qui ont un appartement, ils sont faits pour leurs vieux jours pour avoir un petit accroître un peu leur retraite. Je connais un couple qui a acheté un 2 pièces dans la banlieue parisienne, et puis bon, c'était pas un truc extrêmement bien étanche, hein, voilà. Maintenant, avec l'histoire de la DPE, ils ne peuvent plus revendre. Enfin, le prix de tout ça s'est effondré. On va bientôt plus pouvoir louer. Et je crois qu'il y a 310 000 logements qui maintenant vont sortir du système locatif. Les gens ne peuvent plus y être logés. C'est-à-dire que les lois, qui d'ailleurs viennent de l'Union européenne, sont tellement délirantes que maintenant, au motif qu'il y a des appartements en location qui ne sont pas très bien, comment dirais-je, il n'y a pas une bonne isolation thermique vis-à-vis du chaud ou vis-à-vis du froid, on préfère que les gens finalement ne puissent pas se loger. On a une explosion du nombre de SDF dans les villes, et par exemple à Paris, parce que les gens n'arrivent plus à se loger. Voilà à quoi on en est arrivé avec ces délires normatifs qui consistent en fait
à emmerder au maximum les Français et à faire au passage beaucoup d'argent.